Pour gérer la terre, les aborigènes ont recours à leur allié de toujours, le feu. Les autorités ont longtemps combattu cette pratique qu'ils jugeaient dangereuse. Mais aujourd'hui, leur position a évolué. Elles ont compris que les brûlis traditionnels sont fondés sur une connaissance approfondie du milieu. Nous allumons le feu pour favoriser la poussée des plantes qu'on mange, comme les tomates du bush. On les fait aussi pour favoriser la pousse de l'herbe verte et pour que les kangourous aient à manger. Le pays renaît de la terre noircie. Les brûlis contrôlés sont également la meilleure façon de réduire régulièrement la matière combustible qui s'enflamme lorsque la foudre tombe et provoque des incendies dévastateurs. Les grands incendies spontanés calcinent la végétation à cœur, alors que les brûlis contrôlés épargnent la partie vive des plantes. Le docteur Robert Boyd s'est spécialisé dans l'écologie des incendies. Il étudie les brûlis que pratiquent les aborigènes. Là où la terre n'a pas été brûlée, une plante originelle, le spinifex, appelée herbe porc-épic, prolifère. Le spinifex occupe les terres les plus sèches, les plus chaudes, l'environnement le plus extrême de l'Australie. Le docteur Boyd soupçonne que pour imposer sa domination, le spinifex produit une substance chimique, dite allélopathique, qui empoisonne ou qui étouffe les plantes concurrentes. Ils sont capables d'empêcher d'autres plantes de pousser. Un spinifex peut atteindre 2 mètres de haut, 5 mètres de diamètre, et ses racines peuvent plonger jusqu'à 30 mètres de profondeur. Ces tiges sont si dures qu'elles peuvent percer un réservoir de voiture, et si sèches qu'elles s'enflamment facilement. Juste sous la surface du sol, il peut y avoir 20, 25 et même 30 espèces de plantes qui sont sous forme de graines, attendant les bonnes conditions pour apparaître. Quand vous mettez le feu au champ de spinifex, le spinifex meurt. Et soudain, la compétition est relancée. Des nutriments sont relâchés par les cendres sur le sol. La compétition pour l'eau est réduite, et quand les pluies arrivent, les autres plantes peuvent germer et pousser. Tout d'un coup, le désert devient un jardin. Les aborigènes cueillent les graines de spinifex, qui est une graminée, pour en faire du pain de brousse. Lorsqu'ils le jugent nécessaire, ils mettent le feu à la plante pour libérer les sols de son emprise étouffante. Les feux de haute intensité chauffent beaucoup plus les sols. Et lorsqu'il y a un incendie intense, une grande proportion des plantes qui existent dans le sol est détruite. Et il n'y a plus rien à manger pour les aborigènes. Le feu et les hommes sont main dans la main sur les terres à spinifex. Je pense que cette graine a été cuite par le feu. Je pense qu'elle est morte. Le feu était trop chaud ou alors la graine trop près de la surface. Malgré les aléas de l'histoire tourmentée de la colonisation, les aborigènes ont su conserver leur savoir. Il aura fallu plus d'1 siècle pour qu'on prenne conscience de sa valeur. Aujourd'hui, les scientifiques s'intéressent de plus en plus aux connaissances qu'ils ont acquises en vivant dans le désert pendant 40 ou 50 000 ans. Les pouvoirs publics ont lancé Bush Blitz, un vaste programme de recensement de la faune et de la flore australienne.
On estime que les 3/4 des 750 000 espèces présentes sur le continent sont encore inconnues. Nous allons travailler dans un des endroits les plus reculés d'Australie et aussi un des environnements les plus extrêmes au monde. Chaque équipe sera équipée d'un kit de survie. Une expédition de 20 scientifiques est envoyée au cœur du désert de Gibson. Leur camp de base est installé à Kiwikura, le village aborigène le plus isolé de l'Australie, au cœur d'une zone désormais protégée. Les scientifiques s'appuient notamment sur les anciens de la communauté. La famille de Joséphine faisait partie des derniers nomades aborigènes. Elle a en mémoire la véritable science du bush que ses parents lui ont léguée en héritage. Si la survie en milieu aride exige des qualités physiques, elle ne serait pas possible sans une connaissance intime de la brousse. Tu marchais et tu l'as chopé? Oui, je l'ai chopé. Déjeuner. Déjeuner. L'Australie compte de très nombreuses espèces de lézards dont beaucoup sont encore peu ou pas connues. Sa longueur est de 245. On prélève un bout de sa queue pour un échantillonnage de tissu. Ce spécimen est un Blue Tongue Lizard, un lézard à langue bleue, encore juvénile. Dans le désert, la survie peut dépendre d'un lézard qu'on aura su attraper. Les scientifiques étudient également l'entomophagie, c'est-à-dire la consommation d'insectes comestibles par les aborigènes qui se nourrissent de larves de coléoptères, de fourmis à miel et de witchetty grub, qui est la larve d'un papillon de nuit. Quand la sécheresse est rigoureuse et longue, ils ont du mal à trouver des kangourous et des lézards pour se nourrir. Ils peuvent compter là-dessus. Ils sont pleins de protéines et de bonnes graisses. La science occidentale connaît une espèce de witchetty grub, mais les aborigènes en connaissent bien plus. Je pense qu'il pourrait exister de nombreuses espèces dans les déserts. Il pourrait y avoir 20, 30 espèces. Travailler avec les aborigènes rend vraiment modeste parce qu'ils savent comment survivre ici. Ils savent comment trouver de la nourriture là où nous pensons qu'il n'y en a pas. On ne voit pas l'eau, ils trouvent l'eau. Ils sont ingénieux. Ils sont brillants dans la traque des animaux. C'est leur terre, ils en font partie. Ils savent vivre ici et on se sent comme un enfant quand on vient dans un endroit comme celui-ci et qu'on voit à quel point ils sont adaptés et le peu que nous connaissons. Au cours d'un survol en hélicoptère au-dessus du désert de Gibson, l'équipe scientifique découvre une étendue d'eau qui ne figure ni sur les cartes géographiques, ni sur les images satellitaires. Une vie exubérante habite cette oasis insoumise.